En 1890, un incident se produit dans les quartiers pauvres de Birmingham. Il révèle un phénomène qui va secouer la société victorienne et entraîner l'explosion du crime organisé en Grande-Bretagne. Le 22 mars 1890, George Eastwood, un type inoffensif, entre dans le pub Rainbow. Il ne boit pas d'alcool et se fait servir un ginger ale quand 3 durs à cuire commencent à l'insulter. George décide de rentrer chez lui. Une fois à l'extérieur, il entend crier « Tabassez-le, les gars !» Les types l'agressent sauvagement. Il passe 3 semaines à l'hôpital et doit subir une trépanation. On lui retire un os du cerveau. En quoi cet incident violent est-il important? C'est la première fois que le terme « Peaky Blinder » est utilisé. La légende est née. Les vrais Peaky Blinders vont devenir les parrains du crime organisé dans les années 1920. Le système des gangs organisés en Grande-Bretagne était aussi terrifiant et aussi fascinant que celui qui opérait à Chicago. Mais leur origine remonte à 50 ans plus tôt, dans les années 1870. Ce n'est pas l'argent qui motive ces jeunes hommes. Ils font la guerre des rues pour avoir un statut. Ce qu'ils aiment, c'est se battre. Ils s'en prennent aux policiers, ils se battent entre eux. C'est le début du culte de la jeunesse. Les gangs naissent dans les quartiers ouvriers de Birmingham, où règne la pauvreté et le racisme. Il les accuse de cannibalisme. Voici l'histoire de la montée en puissance et du déclin des premiers gangs britanniques. Qui ont changé la physionomie de nos villes à tout jamais. Mon père a été ma source principale quant aux histoires des Peaky Blinders. Ce qu'il m'a raconté, et qui m'a donné envie d'aborder ce récit comme un drame, est qu'à l'âge de 8 ans, son père lui a donné un message et lui a dit « Apporte ça aux Peaky Blinders ». Il était terrifié. Il y est allé, et à l'intérieur, il y avait 8 hommes tirés à 4 épingles. Sur la table, il y avait une montagne de pièces de monnaie, dans un endroit où personne n'avait d'argent. Ces hommes buvaient de la bière et du whisky, à même des pots de confiture, parce qu'ils n'auraient pas dépensé un sou pour acheter un verre ou une chope. Tout leur argent passait dans leur apparence. Et je me suis dit que dans un environnement qu'on ne contrôle pas, où l'autorité nous échappe, où tout est assez sinistre, la seule chose qu'on puisse faire, c'est se singulariser. Les Sheldon étaient ses oncles. C'était eux qui étaient assis autour de la table. Ce n'est que bien des années plus tard, en faisant des recherches, que je suis tombé sur le nom de Sam Sheldon. Stephen Knight situe son drame à Birmingham après la Première Guerre mondiale, où les Sheldon, qui ont inspiré les Shelby de Knight, sont bien implantés. Mais dans ce documentaire, nous allons explorer les débuts des Peaky Blinders. J'ai fait des recherches sur les Sheldon. 3 frères, John, Samuel et Joseph, étaient des criminels notoires. Ça, c'est très important. C'est une photo de Samuel Sheldon. Il ne mesure qu'1,60 m, mais mieux vaut ne pas s'y frotter. Il est impliqué dans des émeutes, des passages à tabac brutaux, des fusillades et l'une des pires guerres de gangs de l'histoire de Birmingham. C'est le Tommy Shelby de mon histoire. Je n'aimerais pas le rencontrer dans une ruelle sombre, ça c'est sûr. Samuel Sheldon se fait arrêter pour agression sur policier au sein d'un gang, pour agression sur autrui et pour avoir lancé des pierres. Les Sheldon ont leur propre gang. Mais les prémices du drame datent de bien avant. Cette photographie anthropométrique de Sam Sheldon n'est pas la seule. Voici le registre des photos anthropométriques de la police de Birmingham. Le voici, Samuel Sheldon.
Beaucoup de gens l'associent à Tommy Shelby, le personnage de la série de fiction Peaky Blinders. Il faisait partie de la famille Sheldon, une famille de criminels de Birmingham. Cette fois-là, il a été condamné à 5 ans de travaux forcés pour possession de rondelles métalliques destinées à être frappées et à devenir de la fausse monnaie, ce qui était relativement courant à cette époque. C'est sans doute le registre le plus complet regroupant des photographies anthropométriques de tout le Royaume-Uni. Ces passages par les services de police permettent une plongée vertigineuse dans l'histoire de la classe ouvrière, où les archives sont une denrée rare. Cette remarquable compilation montre combien les Peaky Blinders étaient répandus. Voici quelques spécimens. On peut voir leur date de naissance, les infractions qu'ils ont commises, ainsi que les dates et quelles sanctions ils ont eues. Ça, c'est Henry Fowler, dit Babyface. Ses frères et lui ont été condamnés pour de très nombreux crimes dans la région de Birmingham à la fin du 19e siècle. Là, c'est Ernest Bales. Il a été condamné à 2 mois de prison pour un vol de bicyclette. Et on voit le jeune Ernest avec sa casquette à visière et sa moue caractéristique. Il a vraiment l'air dur. Chacun d'eux a une histoire à raconter. Ces photos sont une fenêtre sur une vie qui n'a plus cours. Voici Edward Derek, qui est un des ancêtres du professeur Carl Chin. Il est surpris d'être photographié. Ma famille et moi sommes des descendants des Peaky Blinders. Mon arrière-grand-père, Edward Derek, était un Peaky Blinder. Son frère aîné était le chef du gang de Sparkbrook et Edward, mon arrière-grand-père, l'a imité dans son goût pour la violence. Il a été arrêté pour agression, pour attaque de policiers. C'était un petit délinquant. Il a même volé une fois un morceau de bacon sur une étale de boucher. Mais c'était un sale type, violent, qui frappait mon arrière-grand-mère. Il n'avait rien d'admirable. Quand on épluche les archives de centaines de Peaky Blinders, on s'aperçoit que c'est un phénomène très largement répandu à Birmingham. Les vrais Peaky Blinders, ce n'est pas un unique gang surgi en 1920. Les vrais Peaky Blinders, ce sont des hommes souvent jeunes qui appartenaient à de très nombreux gangs de rue de Birmingham aux alentours de 1890-1900. Mais leurs racines remontent à bien plus loin. Ce sont des petites frappes qui, à partir de 1872, appartiennent à ce qu'on appelle les slogging gangs, des gangs de cogneurs. Ils usent et abusent de leurs poings. C'est le démarrage d'un mouvement urbain qui, à terme, transformera les attitudes envers la classe ouvrière et la vie dans les centres-villes. La montée en puissance de ces gangs de cogneurs se répercute sur d'autres centres industriels de Grande-Bretagne. À la fin du 19e siècle, les gangs de jeunes qui contrôlent un territoire sévissent dans toutes les grandes villes anglaises. Ils se situent tous dans les quartiers où vit la classe ouvrière, là où se trouvent les usines et les ateliers, dans des villes telles que Birmingham ou Manchester. La criminalité endémique des quartiers pauvres, c'est ça le problème des grandes villes comme Birmingham, Manchester, Salford, Londres et Liverpool. Ces villes de l'ère industrielle sont en pleine transformation. Aucun autre endroit sur Terre n'est comparable et la vie y est bouillonnante. Depuis les années 1870, Birmingham est le cœur industriel de la plus grande nation manufacturière du monde. Mais le prix à payer est élevé. Charles Dickens décrit la ville comme une vision de l'enfer. L'espérance de vie y est de moins de 45 ans. Un enfant sur 5 meurt avant l'âge de 5 ans. Les journées de travail sont longues. Il fait chaud dans les ateliers, l'atmosphère y est bruyante et dangereuse. C'est dans ce monde-là que naissent les membres de ces premiers gangs, les précurseurs des Peaky Blinders.
Certains noms apparaissent plus souvent que d'autres. L'un d'eux, essentiel à notre histoire, s'appelle Thomas Joyce. On n'a pas de photographie de Joyce, mais on connaît son histoire parce qu'il fait la une des journaux. La première mention de Thomas Joyce dans la presse remonte à septembre 1874. Lui et un de ses amis du gang de Park Street sont sur Derryton Bridge et ils attaquent William Smallwood, un caïd du gang voisin de Milk Street. Ils lui envoient des insultes très grossières et sortent leurs couteaux. Smallwood réplique avec sa boucle de ceinture. Joyce et son ami finissent au tribunal, un bandage sur la tête. Le magistrat les regarde et dit « Vous avez pris une sacrée raclée, vous avez eu la monnaie de votre pièce. » Un savant de la justice ne suffit pas à décourager Joyce. C'est déjà un chef de gang brutal. Il aime la violence. Ce n'est pas l'argent qui l'anime, mais la bagarre. Thomas Joyce est devenu le capitaine du gang de Park Street parce que dans les combats, c'était lui le plus dur, le plus cruel et le plus brutal. Il faut comprendre pourquoi les combats étaient si importants pour la jeunesse des quartiers ouvriers. Ils ne possédaient rien à part la rue. La rue leur appartient. La conquête du territoire et la masculinité ne font qu'un. Si vous êtes en mesure de défendre votre quartier et que vous arrivez à conquérir un autre quartier, vous rehaussez votre propre statut. Les rivalités entre gangs ont une dimension rituelle. Au départ, on entend beaucoup de cris, de menaces verbales. Ce ne sont pas des gangs criminels au sens traditionnel du terme. Ils ne sont pas organisés comme une mafia pour dépouiller ou voler. Ils reposent avant tout sur les combats de rue et la défense d'un territoire. La violence était dans les mœurs. Les gens étaient bien plus violents à cette époque. La violence n'était pas banalisée, mais les affrontements étaient considérés comme normaux. Il était entendu que les hommes se battaient et que des gens pouvaient être blessés. Pour comprendre pourquoi Thomas Joyce est devenu un Peaky Blinder, Carl a retracé son histoire. Ça, c'est le recensement de 1871. On le voit avec sa mère, son père et son jeune frère. Il a 18 ans, ses parents sont irlandais tous les deux. Il s'installe à Park Lane, près de Park Street, un quartier extrêmement pauvre. 250 000 personnes vivent dans 43 000 maisons mitoyennes à Birmingham. Les back-to-back à Birmingham sont des maisons coupées en deux. L'une des façades donne sur la rue, l'autre sur l'arrière-cour. Les conditions de vie des pauvres gens sont atroces. Il n'y a qu'une pièce au rez-de-chaussée. On vit les uns sur les autres. C'est insalubre. Il y a un trou à l'extérieur pour faire ses besoins pour 2 ou 3 familles. Il y a un robinet dans la cour qui fournit de l'eau froide à une centaine de personnes. Les pièces sont enfumées, sales. La vie est dure et la pauvreté tue. Thomas Joyce vit dans la misère de ses arrière-cours et de ses ruelles. Mais le recensement nous apprend un détail surprenant. En 1871, il est très jeune et on constate qu'il est manœuvre. Comme la plupart des premiers Peaky Blinders, il n'est pas au chômage, il travaille. À cette époque-là, le taux d'emploi est à un niveau record. On dit que n'importe quelle personne de 12 ans et plus peut travailler. La vaste majorité des membres des gangs sont des hommes jeunes, sans qualification. Beaucoup travaillent à l'usine. Ils bossent dur. D'autres sont des marchands ambulants. Il y a du travail, mais il est mal payé et ils n'ont pas d'argent liquide disponible. Ils essaient donc de prendre du bon temps en dépensant le moins possible. De 1851 à 1881, l'âge moyen de la population est sous les 25 ans. Au sein de la classe moyenne, le taux de natalité décline, mais ce n'est pas le cas dans les milieux pauvres. La jeunesse est partout. Les enfants courent les rues. Ils n'ont ni jardin ni salon. La rue est leur terrain de jeu.
Il faut bien se dire que ces jeunes sont marginalisés. Leur travail ne leur apporte aucune satisfaction et ils ont très peu d'espoir de progrès. Alors, les gangs leur apportent des perspectives différentes. Leur masculinité peut être mise à l'épreuve. Ils peuvent faire leurs preuves. La loyauté, l'identification à un gang est très importante. Chaque gang appartient à un secteur bien particulier, à une rue ou à un groupe de rues. Et les jeunes garçons, à cette époque-là, sont associés à un gang spécifique. Un autre ingrédient explosif a peut-être précipité Thomas Joyce, fils d'Irlandais, dans les gangs. Le racisme. Une grosse vague d'immigration irlandaise a lieu à Birmingham au XIXe siècle, notamment vers les années 1840-1850. Si l'on observe le recensement, le nombre de gens nés en Irlande et vivant à Birmingham double entre 1841 et 1851. Cette migration massive vers Birmingham a lieu à cause de la Grande Famine qui touche l'Irlande. La Grande Famine, qui dure de 1845 à 1851, entraîne la mort due à la faim et aux maladies de plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants irlandais. 2 millions d'entre eux doivent émigrer. Les Irlandais qui s'installent à Birmingham vivent très souvent au centre-ville, dans le secteur le plus pauvre de la ville, comme à Park Street. L'eau, le tout à l'égout, le ramassage des ordures est souvent déficient dans ces quartiers. Ces nouveaux immigrants, comme la famille Joyce à Park Street, font l'objet d'une haine séculaire anticatholique. Et en 1867, cette haine est ravivée par un agitateur protestant, William Murphy. William Murphy est pasteur. Il va de ville en ville et fait des sermons qui glacent le sang. Il dit que les Anglais ne doivent faire aucune confiance à ces Irlandais qui arrivent et vivent parmi eux. Il les pointe du doigt. Il les accuse de cannibalisme. Il dit que leurs prêtres sont des pickpockets et des menteurs. En juin 1867, une foule se forme et fonce sur Park Street, un des quartiers les plus pauvres de Birmingham. Un très grand nombre de gens qui se considèrent comme des patriotes anglais arrivent dans le quartier irlandais de Birmingham et démolissent les maisons de ceux qui vivent là. Le maire de Birmingham a estimé qu'entre 50 000 et 100 000 personnes ont participé à ces émeutes. Les émeutes de Murphy se concentrent sur Park Street, où vivent presque exclusivement des Irlandais de première ou deuxième génération. Et les gens qui habitent Park Street ripostent. La police prend le parti de ceux qui ont commencé à détruire les maisons des Irlandais. Et à ce moment-là, les bagarres cessent. On a pu lire de désolantes descriptions sur les maisons saccagées, les meubles jetés à la rue et réduits en miettes. Ce sont les Irlandais, pourtant victimes de la foule haineuse, qui sont condamnés pour émeute. Leurs demandes de réparation pour les dégâts causés sont rejetées. Nombre d'entre eux vivent dans la même rue que la famille Joyce. C'est peu après cette démonstration d'injustice que Thomas Joyce prend du galon au sein du gang de Park Street. Les racines des gangs de cogneurs naissent à la toute fin des années 1860, au moment où beaucoup d'enfants ou d'adolescents assistent aux émeutes de Murphy. Ils voient leur maison détruite. Dans les années 1870, ceux qui ont traversé cette période de troubles savent ce qui fera leur force. Des qualités telles que lancer des pierres, faire partie d'un groupe soudé,
C'est ce qui pourra les aider à protéger les leurs et leur communauté. Voilà l'héritage que l'on constate dans les activités de certains dans les années 1870. La famille Joyce, qui habite Park Street, monte en grade et prend le leadership des gangs de cogneurs des années 1870. Thomas Joyce prospère suite à ces tensions ethniques. Mais les guerres de gangs entre les Peaky Blinders irlandais et anglais font des victimes au sein des familles. En 1874, Thomas Joyce est devenu le capitaine du gang de Park Street. L'un de ses hommes est son jeune frère, Jackie. Il n'a que 13 ans. En février cette année-là, Jackie et d'autres membres du gang de Park Street sont impliqués dans des troubles contre le gang de Milk Street, leur ennemi juré. Pendant ces troubles, Jackie attaque par derrière Thomas Kirkham, qui n'a que 15 ans. Thomas Kirkham meurt peu après. Jackie est jugé et son âge fait débat. Au début, il affirme avoir 14 ans, puis se corrige et dit n'avoir que 13 ans. Une des raisons qui les pousse à se rajeunir et à dire qu'ils ont 13 ans ou moins, c'est qu'à partir de 14 ans, ils sont considérés comme des adultes et qu'ils risquent la peine de mort. Le juge tente de convaincre les jurés de condamner Jackie pour meurtre. Mais la préméditation doit être avérée. Impossible dans cette affaire. Jackie Joyce est reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 1 mois de prison et 5 ans dans une maison de correction. Le prestige et le statut des membres des gangs reposent sur leur réputation d'hommes brutaux, doués pour la castagne. On pourrait presque dire que les chefs des gangs de cogneurs ou les Peaky Blinders les plus en vue étaient les célébrités de l'époque. Il suffit de lire la presse de l'époque pour avoir la preuve de l'augmentation de ces exactions. En 1855, une diminution de la taxe sur les journaux est votée, ce qui fait baisser leur prix. La presse devient bien plus accessible pour beaucoup de gens, y compris pour la classe ouvrière. La presse provinciale de Birmingham nous abreuve d'articles sur la criminalité locale. C'est un peu la télé-réalité de l'époque victorienne. Les gens lisent le journal local pour savoir ce qui se passe dans leur quartier, quels crimes sont commis, qui sont les méchants, qu'est-ce qui fait scandale. Et la presse devient palpitante. C'est la naissance des tabloïds modernes. Le crime est la forme la plus commerciale de l'information de divertissement de la Grande-Bretagne victorienne. Les lecteurs sont fascinés par les agissements des criminels. Ils enfreignent toutes les règles. Leurs activités sont presque considérées comme une forme de mobilité sociale. Dans les années 1870, le taux d'alphabétisation augmente. 75% des femmes et 80% des hommes savent lire. Les lois sur l'éducation qui sont votées permettent d'augmenter les taux d'alphabétisation de façon significative. On continue de quitter l'école à 13 ou 14 ans pour commencer à travailler, mais on sort de l'école en sachant lire et écrire. Les membres des gangs sont avides de la publicité que leur offre la presse. Les membres des gangs de l'époque sont ravis d'apparaître dans la presse. Leurs noms circulent et ils deviennent célèbres. Même s'ils écopent d'une courte peine de prison, en sortant, ils ont un passé, ils ont fait de la prison et ils ont survécu. Ils sont considérés comme des chefs de gang. Et il n'y a pas que les hommes qui gagnent en notoriété dans les années 1870. Les femmes aussi ont leur rôle à jouer dans les activités des vrais Peaky Blinders. Ici, on a le registre des femmes prisonnières. Il répertorie les prisonnières sur plusieurs décennies, jusqu'en 1930. On y trouve certainement les poules de certains des Peaky Blinders, les petites amies, les femmes de certains de ces jeunes criminels de Birmingham. Les détails sont impressionnants. La plupart sont incarcérées pour vol, agression, prostitution. Certaines ont été tenancières de maisons closes. Et comme les hommes, beaucoup d'entre elles ont subi des tragédies personnelles, ont vécu dans l'extrême pauvreté avec parfois des parents alcooliques et ont dû se battre pour survivre.
Souvent, elles volent pour leur survie, pour avoir à manger ou de l'argent pour s'acheter à manger. La pauvreté saute aux yeux quand on feuillette ces pages. Certaines de ces prisonnières sont très jeunes. Cette jeune femme, par exemple, Leah Jinks, elle était polisseuse. Elle est arrêtée pour agression. Il est fort probable qu'elle ait été mêlée au gang des Peaky Blinders. Elle a l'air très dure. Et elle n'a que 18 ans. Ici, on a Alice Jackson, arrêtée pour tentative de meurtre en 1911. Elle est condamnée à 2 ans d'emprisonnement, donc elle a dû bénéficier de circonstances atténuantes. Certaines des coiffures sont vraiment typiques. Les chapeaux sont souvent très beaux. Regardez ces épaulettes et le col de fourrure. Elles sont sur leur 31. Ça en dit long. Toutes ces femmes, sur ces pages, ont été arrêtées pour vol. Elles sont très chics. Elles portent leurs plus beaux vêtements pour se fondre dans un milieu plus aisé que le leur. Elles se sont fait prendre pour avoir volé une montre, des bottines, un corsage, des vêtements. L'historienne Kate Lister a découvert que certaines des femmes Peakies étaient aussi impliquées que certains hommes dans les gangs. À l'été 1874, une émeute éclate dans le quartier de Digbeth à Birmingham. Les témoins parlent de 500 à 600 émeutiers qui attaquent la police, brisent les vitrines et détruisent des biens. Et il n'y a pas que des hommes. Julia Giblin, 15 ans, fait partie des émeutiers et elle est arrêtée. Des témoins l'ont vue porter des pierres dans son tablier et les jeter sur la police. Et Julia n'est pas un cas à part. Lors d'affrontements importants entre gangs, des filles ont été vues en train de se battre aux côtés des garçons et des hommes. Elles participent aux attaques contre la police, à certaines agressions destinées à intimider des témoins. C'est souvent dans ce rôle-là qu'elles sont le plus actives. Des femmes comme Julia Giblin heurtaient énormément la sensibilité victorienne. Ce n'étaient pas des petits anges. Elles n'étaient ni réservées, ni soumises, ni discrètes. Elles étaient impudentes, agressives et violentes. Mais dans le Birmingham victorien, si vous vouliez vous faire entendre, il fallait s'imposer. Les filles et les jeunes femmes associées aux gangs adoptent leur coiffure et leur façon de s'habiller pour montrer leur affiliation au gang. Les jeunes femmes se font pousser la frange. Elles portent des foulards de couleurs vives, des jupes colorées ou à rayures. Une des bonnes amies d'un Peaky à Birmingham portait un chapeau très élaboré, décoré de plumes et de coquelicots. Elle se faisait vraiment remarquer. Dans un monde où l'on ne possède pas grand-chose, être reconnu dans le quartier peut déjà sembler beaucoup. Et votre façon de vous habiller, votre apparence, sont des éléments qui déterminent votre identité, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Kate Lister a rendez-vous avec un coiffeur, Del Sampé, dont les clients lui demandent souvent une coupe style Peaky. C'est souvent la série Peaky Blinders qui inspire les clients. Court sur les côtés et long au-dessus. À la fin, ça ressemble un peu à un balai à franges. La coupe d'origine est encore plus radicale que celle qu'on voit dans la série. Voici George Williams. Il a vraiment la gueule de l'emploi. George, accusé d'homicide involontaire, est condamné à la réclusion à perpétuité. Mais même lors de son arrestation pour meurtre, il arbore sa coiffure Peaky d'un air de défi. C'est très à la mode. Le crâne est quasiment rasé ou coupé ultra court. Subsiste seulement une très longue mèche. C'est assez extraordinaire. Là, c'est une version assez sévère et extrême, mais ils arborent tous des variations à partir de ça.
À leur début, ils portent plutôt des chapeaux comme celui-ci, des chapeaux melons. Ils rabattent le devant pour que ça fasse une visière et portent le chapeau de travers, de manière à cacher un œil. C'est de là que vient le terme de Peaky Blinders. Et ils coiffent leurs franges ou leur toupet vers le côté opposé. Ensuite, le chapeau melon est remplacé par une casquette, qui correspond plus à l'image qu'on a des Peaky Blinders. Par contre, ils n'y cachent pas de lame de rasoir, c'est un mythe. Les rasoirs de sûreté n'existaient pas encore. Souvent, ils portent un foulard de couleur vive autour du cou, des boutons brillants, souvent en perles, et ils ont des pantalons très larges en bas. Donc il faut imaginer l'allure qu'ils ont. On sait qu'ils font partie d'un gang. On sait qu'ils appartiennent au même groupe, et c'est le but. C'est une sorte d'uniforme. C'est la première fois qu'on observe un phénomène de culte de la jeunesse et c'est compréhensible. Leurs vêtements, leur sens du style et même leur langage. Ce sont vraiment les précurseurs des mouvements cultes du XXe siècle comme les punks. On a même la preuve que certains membres des gangs faisaient fabriquer leurs propres vêtements. Un jeune homme de Manchester, qui appartenait à un gang des sabordeurs, s'était fait tricoter des chaussettes par sa chérie. Et à Salford, le roi des sabordeurs, John Joseph Hillier, portait un pull avec une inscription cousue sur le devant. Roi des sabordeurs. Et il arpente les rues de Salford, en arborant fièrement ce pull. Ce surnom, destiné au départ à l'humilier, a l'effet opposé. Les gangs de rue reposent sur les conflits de territoire. Mais un autre élément les définit. Les jeux d'argent. Nous allons retrouver Thomas Joyce et son gang de Park Street occupés à leur passe-temps favori. Le jeu de pitch and toss est très simple. Un groupe de jeunes gens se réunit et décide d'une cible, souvent un mur. Ils lancent une pièce vers la cible. Celui qui a jeté la sienne le plus près de la cible les ramasse toutes. Il les récupère et vient l'étape du pile ou face. Il lance les pièces en l'air et les pièces qui tombent sur face sont pour lui. Le gang de Thomas Joyce joue pour des pennies. Mais la tradition des jeux d'argent est bien plus étendue que ça. Les jeux d'argent étaient enracinés dans la culture britannique de tous les jours. Si vous apparteniez à la classe ouvrière ou à celle des paysans pauvres, le jeu était très banal. Ma mère disait que mon grand-père était un joueur invétéré. Il avait un costume et elle emmenait son costume au Mont-de-Piété le lundi pour qu'il puisse parier. Le jeudi, quand il était payé, il récupérait son costume, il le portait tout le week-end et l'engageait à nouveau au Mont-de-Piété le lundi. C'était la routine. Les jeux d'argent et la bière étaient une source de réconfort pour des gens qui en avaient très peu. Je crois que c'est une manière d'oublier les tracas et de s'amuser, pour échapper un peu à une existence bien plus morne que la vie actuelle. Donc, ils profitent au maximum du peu de temps libre qu'ils ont. Ils jouent aux jeux d'argent parce que les perspectives de changement sont plutôt maigres. Le travail seul ne peut pas les sortir de leur situation. Ils travaillent dur, quoi qu'il en soit. Le seul moyen qu'ils ont d'aspirer à autre chose est de gagner au jeu d'argent. Jusqu'en 1826, il y avait même une loterie nationale en Grande-Bretagne. Mais la classe moyenne milite pour que ça cesse, en vertu des valeurs puritaines victoriennes. Tout au long du XIXe siècle, la campagne contre les jeux d'argent prend de l'ampleur. C'est une campagne puritaine et religieuse. Elle est menée par une élite
qui méprisent les pauvres gens qui jouent et qui conspirent pour interdire les jeux d'argent. Au milieu de cette poudrière hostile, le gang de Thomas Joyce se heurte à la police. Quand elle arrive pour les empêcher de jouer au pitch and toss, les gangs ripostent. Ce scénario se répète maintes fois dans les rues de Birmingham. C'est dans ces parages qu'une émeute éclate en 1871, quand des policiers tentent d'empêcher un des gangs de jouer au pitch and toss. Quand les policiers essaient d'arrêter le jeu, ils se font agresser par les jeunes, furieux. Ceux qu'on appelle avec mépris les durs à cuire. La situation est très dangereuse et l'un des policiers impliqués dit qu'ils sont presque aussi nombreux que lors des émeutes dites de Murphy, les pires de toute l'histoire de Birmingham. À partir du milieu des années 1870, les conflits territoriaux s'intensifient. En plus de la bande des Peaky Blinders de Thomas Joyce, une cinquantaine de gangs sévissent dans Birmingham. La plupart portent des noms de rues. C'est un phénomène qui se répète à Liverpool, Glasgow et Manchester, où les gangs dits de sabordeurs tiennent souvent leur nom d'événements réels, tels que la guerre franco-prussienne. Il y a même un gang appelé Buffalo Bill, du nom du célèbre cow-boy qui a dirigé le Wild West Show. Dans les années 1870, c'est un peu la panique d'un point de vue moral, eu égard aux activités des gangs de cogneurs. La violence des gangs est hors de contrôle. Ces hommes terrorisent une vaste majorité des citoyens respectueux de la loi. Un nouveau shérif va devoir nettoyer la ville. Voici la tunique de Sir Charles Houghton Rafter, le chef de la police de Birmingham de 1899 à 1935, année de sa mort. En 1899, quand il intègre la police de Birmingham, plusieurs officiers avaient été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Régulièrement, ils se faisaient poignarder ou attaquer. Travailler à Birmingham était très dangereux quand on était policier. Sir Charles Houghton Rafter arrive d'Irlande et il est chargé d'améliorer les méthodes du maintien de l'ordre, de rehausser le niveau d'éducation et la discipline de ses recrues, mais aussi de réduire drastiquement la criminalité de la ville. Bon nombre de ces recrues sont issus de la communauté irlandaise, alors que la génération précédente avait été victime de hordes racistes et de l'inaction de la police. Seul 1% de la population de Birmingham est d'origine irlandaise en 1899, mais ils sont 7% dans la police. Il recrute activement. La police de Birmingham est en sous-effectif, donc il embauche de nombreux jeunes bien bâtis. Ils doivent mesurer 1,78 m, ils doivent être coriaces. On raconte que Rafter demande 3 choses à ses hommes. Savez-vous lire? Savez-vous écrire? Et savez-vous vous battre? Il envoie ses hommes 2 par 2 dans les quartiers les plus malfamés. Et ils n'ont pas peur de se frotter aux Peaky Blinders. Les temps sont durs, la stratégie est sans pitié. Pour accompagner ce renforcement de la police, les criminels et les voyous qui s'attaquent aux policiers sont plus sévèrement punis. Petit à petit, la classe ouvrière reprend confiance en sa police. Elle commence à dénoncer les Peaky Blinders. Et tout doucement, la situation change. Quand Charles Houghton Rafter meurt, en 1935, la police de Birmingham est la plus sûre du pays et elle est reconnue dans le monde entier pour son professionnalisme. Rafter laisse la ville en bien meilleur état qu'il ne l'avait trouvée. La violence des gangs a quasiment disparu. L'efficacité de la police a peut-être jugulé la violence et modifié la physionomie de la ville pour de bon. Mais la guerre d'Afrique du Sud va être le révélateur de la pauvreté qui avait donné naissance aux gangs. L'attitude envers les quartiers pauvres et la population qui habite ces quartiers change radicalement à partir de 1898.
au moment de la guerre d'Afrique du Sud, ou guerre des bourgs. Des milliers de jeunes hommes s'engagent pour prendre part à l'effort de guerre. Mais une bonne partie d'entre eux sont déclarés inaptes, car ils n'ont pas la condition physique requise. À Manchester et à Salford, environ 12 000 hommes cherchent à s'enrôler, et 8 000 d'entre eux sont recalés, car ils ne sont pas en assez bonne forme physique, d'après les critères de l'armée. Seul 1 sur 10 hommes désireux de partir faire la guerre est déclaré apte au service militaire. Cela entraîne une série de réformes sociales. À partir de 1904, on sert en repas gratuit dans les écoles et les enfants sont soumis à des examens médicaux. Il n'y a pas que le gouvernement qui désire améliorer les conditions de vie des concitoyens. Un groupe de philanthropes éclairés s'en mêle. Un petit groupe d'individus altruistes veut apporter à la jeunesse une alternative aux gangs. Leur implication dans la forme physique des jeunes va jouer un rôle très important dans le déclin des gangs. Le père Arnold Pinchard est une personnalité très connue à Birmingham. C'est le pasteur de la Haute Église d'Angleterre de la paroisse de Saint-Jude, l'un des plus pauvres de la ville. En 1896, il ouvre un club réservé aux jeunes garçons âgés de 18 à 20 ans avec une activité phare, la boxe. Ils n'ont ni ring ni corde, ils se battent dans leurs habits tous les jours, mais ça devient vite très populaire. Les clubs de boxe n'attirent pas seulement les Peaky Blinders de Birmingham. Les clubs de garçons deviennent populaires à travers tout le pays. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart travaillent. À la fin des années 1890, on constate que les gangs de Manchester et Salford déclinent drastiquement. Les clubs de sport marchent particulièrement bien chez les jeunes de 12, 13, 14 ans. Plus les clubs ont d'adhérents, plus les gangs perdent des membres. Le football se développe aussi beaucoup à la fin du 19e siècle. De plus en plus de jeunes y jouent, avec des équipes qui se créent et disputent des matchs sur des terrains découverts. Mais il y a également de plus en plus de spectateurs. Les équipes célèbres comme Aston Villa, Birmingham City et Manchester City émergent de ce mouvement. Et les deux équipes professionnelles de Manchester, Manchester United et Manchester City, acquièrent une popularité incroyable. Des dizaines de milliers de personnes viennent maintenant voir les matchs de football professionnels. Et cela transcende les loyautés de quartier qui étaient sous-jacentes lors des conflits entre gangs. Mais le coup de grâce porté aux gangs vient sans crier gare de l'essor du cinématographe. De 1900 à 1910, plus de 100 cinémas ouvrent dans la seule ville de Manchester. Les jeunes accourent en masse au cinéma. Même avant la Première Guerre mondiale, des chroniqueurs rapportent que certains jeunes de la classe ouvrière vont au cinéma 3 à 4 fois par semaine. La police voit d'un très bon œil l'essor du cinéma. C'est une aubaine pour eux que les jeunes passent la soirée à l'intérieur. Et l'argent qu'ils dépensent dans une place de cinéma, ils ne la dépensent pas pour aller boire une bière au pub. Donc la violence, très souvent associée à une forte alcoolisation, diminue également. Mais au moment où les ravages des Peaky Blinders se font moins sentir, une figure familière réapparaît dans les bas quartiers de Birmingham. Sam Sheldon et sa famille, qui ont inspiré les Shelby de la série Peaky Blinders, agissaient dans l'ombre. Et ils forment maintenant un gang très puissant. Au début du XXe siècle, on retrouve la trace des Sheldon, et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent tristement célèbres. Il suffit de regarder les journaux de l'époque. La vendetta de Birmingham, l'histoire terrible de l'homme blessé, l'accusé en détention provisoire. Et ça dure 4 ans, tabassage en règle, fusillade, émeute. Ils sont en conflit avec Billy Beach. Beach, un bagarreur aguerri, vit près de chez les Sheldon. Ils sont brouillés à cause d'une dette de jeu.
Ces hommes, qui vivaient tout près l'un de l'autre, se faisaient la guerre dans le quartier de Garrison Lane. La vendetta de Garrison Lane, quand j'étais gosse, c'était mythique. J'imaginais une fusillade digne du Far West, à la Hockey Corral. Et c'était un peu ça. Il s'agissait de deux familles qui se détestaient, à Garrison Lane, une rue grouillante de gens et très mal famée. Ça s'est terminé en 1912. Les versions divergent concernant ce qui est arrivé à Billy Beach. Mais il faut bien dire qu'il devenait vieux pour ce regain de violence. Et la police, paraît-il, avait dans l'idée de l'envoyer au Canada. Cette expression, la vendetta de Garrison Lane, évoque une image bien particulière. C'est l'ambiance que j'ai voulu reproduire dans la série Peaky Blinders. La vendetta de Garrison Lane est l'un des derniers actes des gangs de rue des Peaky Blinders. Se battre pour le plaisir de se battre est passé de mode. Maintenant, si l'on se bat, c'est avant tout pour l'argent. Et Sam Sheldon est l'un de ceux qui cautionnent ce changement. Au début du XXe siècle, la police ne laisse aucun répit aux Peaky Blinders de Birmingham. Les petits délinquants qui en font partie, les plus violents, vont voir ailleurs pour commettre des vols et des pickpockets. L'un d'eux est Samuel Sheldon, surnommé Samuel le Petit. En janvier 1902, il est envoyé en prison comme personne suspecte à Manchester. C'est un chef d'accusation courant pour les pickpockets. Sheldon est certainement à Manchester car il se déplace anonymement dans le pays par le train. Mais cette ville n'est pas sa destination finale. Il va à la Mecque du divertissement, ce qui est rendu possible grâce au chemin de fer. Ces lieux attirent les parieurs et les criminels en herbe de l'époque édouardienne. Depuis la fin du 19e siècle, les courses hippiques sont devenues un sport très populaire. Les hippodromes se multiplient et c'est le seul endroit où on a le droit de parier pour de l'argent. La classe moyenne supérieure fréquente donc de plus en plus ces lieux. Ils ont de l'argent disponible et vont parier aux courses. Avancez, vous aurez les meilleurs prix. Quand l'argent circule, cela attire les voleurs et les truands comme les abeilles sur un pot de miel. Les courses hippiques sont de joyeux terrains de chasse. Les forces de police sont peu présentes, la sécurité est insuffisante et la foule est nombreuse. Une multitude de gens aux poches pleines, cela attire les voyous. Donc, ces petites frappes de Birmingham deviennent des pickpockets et des maîtres chanteurs. Il faut chanter les bookmakers en échange de leur protection. Au milieu de ce monde de pickpockets qui ont la bougeotte, surgit un autre personnage de la série. Billy Kimber. Dans la série, Billy Kimber est un Londonien. Mais en réalité, il est de Birmingham. C'est un homme très costaud et doué pour la castagne. Un type très dangereux. Sa théorie était la suivante. Rossez le plus fort du gang ennemi et tous les autres fileront droit. Le personnage de Billy Kimber est très intéressant. Pour quelqu'un qui était né à Summer Lane, à Birmingham, l'une des rues les plus malfamées de la ville, le seul moyen de fréquenter un lord, une lady ou un député du Parlement britannique était de faire ce qu'il faisait. En travaillant dur à l'usine, il n'y serait jamais parvenu. Donc, l'idée qu'il n'y avait qu'une issue possible, ou deux, ça ou la boxe, est vraie. C'est ce que j'essaie de faire ressortir dans Peaky Blinders. Kimber est un malin. Il comprend que le monde est en train de changer et qu'il y a beaucoup d'argent à se faire en appartenant à la pègre. Les gangs de jeunes de la fin du 19e siècle privilégiaient les combats de rue et luttaient pour un morceau de territoire. Ils sont très différents de ceux qui sévissent dans les courses hippiques dans les années 1920. Leurs membres sont plus âgés et ce qui les anime, c'est l'argent. Au début du XXe siècle, la société est bien plus organisée. Et dans une société organisée,
le crime devient organisé. C'est alors qu'apparaissent les criminels qui ont inspiré Stephen Knight. Tous ces personnages, Darby Sabini, Alfie Solomon, Billy Kimber, sont apparus suite à des recherches que j'ai faites sur les protagonistes. Quand j'ai compris quelle était la réalité de leur vie, les tripots, le banditisme, etc., je suis tombé des nues. Parce que, contrairement aux Américains, qui ont fait de leurs gangsters des mythes, les Britanniques n'ont jamais idéalisé leurs criminels. Et pourtant, ce sont les mêmes. Qu'en est-il des premiers Peaky Blinders? Des personnages comme Thomas Joyce et Jeremiah Corkery étaient violents et souvent victimes de l'extrême misère des quartiers pauvres. Mais ils ont eu un effet notoire sur l'évolution et la réputation des villes industrielles de Grande-Bretagne. Ils ont mis en relief les conditions effroyables endurées par tant de gens et ont forcé la société à agir. Leur histoire est peut-être aussi révélatrice aujourd'hui qu'elle l'était il y a plus de 100 ans. Dans le prochain épisode, le banditisme britannique explose lors de la guerre des hippodromes de 1921. C'est la première grande guerre des gangs en Angleterre et les protagonistes sont deux gangs de deux villes différentes. Elle donne naissance au Al Capone britannique et engendre le père et la mère de tous les gangs mafieux britanniques. Les membres du gang de Sabini sont les pères spirituels des Cray et des Richardson. Cette fois, ça y est, les véritables Billy Kimber, Darby Sabini et Alfie Solomon sont prêts à partir en guerre.